C'est une affaire, vous le savez, qui a empoisonné la campagne des municipales à Paris. Des dizaines d'enfants victimes de violences physiques, sexuelles, à la cantine ou encore à la garderie, par exemple. Le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, était l'invité de France Info ce matin. Il dit vouloir en faire une priorité de son mandat. On va l'écouter. C'est la priorité absolue de ce début de mandat. J'y consacrerai une part importante de ma journée aujourd'hui, notamment pour rencontrer le collectif MeToo École, mais aussi d'autres collectifs. Nous allons tout remettre à plat. La table, je l'ai dit, va être renversée et nous allons tout reprendre du début. Il y aura des décisions de changement managérial, etc., à tous les niveaux, mais il faut le faire avec, entre guillemets, méthode, respect et méthode. Et donc, j'annoncerai ça au fur et à mesure des décisions lorsqu'elles seront prises. Nos experts et nos invités pour en parler. Audrey Goutard, bonjour Audrey. Bonjour. Notre spécialiste des questions de société à France Info. Nos invités, Anne Sénéquier, merci d'être avec nous. Vous êtes pédopsychiatre. Je précise votre livre, L'anxiété de mon enfant, aux éditions Mango. On est également avec Anne, bonjour, du collectif SOS Collectif Périscolaire. Et Éric Leclerc, merci à vous d'être là. Vous êtes directeur périscolaire et syndicat militant pour le SUFAP. FSU. On a entendu à l'instant Emmanuel Grégoire parler de devoir renverser la table. Anne, je m'adresse à vous pour commencer. Renverser la table, ça veut dire qu'il y a un problème structurel, que ce n'est pas un problème isolé ou des problèmes isolés. Ah non, on n'en est plus là, ça y est. Nous, on disait ça déjà quand le collectif s'est fondé il y a 4-5 ans. C'était notre angle de dire que c'était systémique, ce qu'on a compris depuis. Heureusement, maintenant, on s'aperçoit bien que c'est généralisé, qu'il y a des défaillances qui sont donc systémiques. Et renverser la table, après, on va voir justement avec lui cet après-midi comment il compte s'y prendre. Mais oui, parce clairement, que vous allez, il l'a dit d'ailleurs dans cette interview, il va rencontrer les associations, différentes associations. On le rencontre cet après-midi à 15h30. Et il part d'un Big Bang. Il y a effectivement beaucoup de choses Ça reste des mots pour l'instant, hein, mais Oui, il a des propositions concrètes et nous en avons aussi. On va en parler après. Le chemin semble assez long, en tout cas. Oui, parce qu'effectivement, le mot systémique, je pense qu'il est adapté à la situation, étant donné que l'on se rend compte que finalement, c'est toute une façon de faire, une méthode, des embauches, des formations qui sont remises en cause, et avec cette incapacité, en tout cas de la mairie de Paris et de ses services, à gérer la crise. Donc, on voit bien que renverser la table, ça veut dire restructurer certainement les services, ça veut dire former à nouveau des animateurs qui seraient vigilants sur ce qu'ils peuvent voir, entendre et suivre dans les écoles. Et puis, c'est évidemment identifier les brebis galeuses et mieux informer les parents de ce qui se passe dans leur école. Éric Leclerc, vous connaissez le système de l'intérieur. Quand on vous dit renverser la table, vous pensez à quoi tout de suite ? Je pense qu'il faut effectivement renverser la table, mais pas de manière uniquement parisienne, mais même de manière nationale. C'est-à-dire que l'animation aujourd'hui, c'est issu de l'éducation populaire. Ça peut parfois être un peu du bricolage. Aujourd'hui, un animateur, c'est quoi ? C'est un BAFA, 2 semaines de formation, un stage, et la personne est mise sur le terrain. Oui, ça suffit pas. Dans le meilleur des cas. Pas. Alors voilà, il faut tout revoir en termes de formation. C'est une certitude. Après, moi, ce que j'aimerais... On a pu voir, effectivement, dans certains reportages, constater que le seul critère de sélection, c'était le fait d'être disponible. Hein. Non, de ne pas avoir de casier. C'est quand même le critère. Oui, de ne pas avoir de casier d'être disponible. Quand même. Je pourrais que vous répondre qu'on n'est pas du tout attractif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le métier d'animateur, c'est quoi pour un vacataire ? On embauche quelqu'un, on lui annonce qu'il va faire 8 heures de travail par semaine, donc le midi, sur des temps qui, en plus, où il y a beaucoup d'enfants très pénibles. Et on se retrouve donc avec des personnes qui ne travaillent que 8 heures, qui sont payées au SMIC, et qui donc finalement, ont peu de compétences. Donc, en fait, il faut qu'on arrive à les faire monter en compétences, qu'on soit plus attractif et qu'on ait aussi du temps de réunion, etc. Mais on en reparle. Absolument. Juste pour compléter, pour donner quelques chiffres, la ville de Paris embauche chaque année 3 000 nouveaux agents pour reconstituer son vivier de 10 000 vacataires sur un total de 14 000 animateurs. Ouais, donc c'est essentiel. C'est essentiel, c'est énorme. Et donc, il y a une demande très importante. Et aujourd'hui, on parlait donc effectivement de cette nécessaire formation et puis de dire que pour l'instant, effectivement, il suffit d'avoir un casier vierge, 2 semaines de formation pour être embauché, parce qu'on comprend que la demande est énorme. Anne Sénéquier, vous avez acquiescé quand monsieur a dit c'est pas qu'un problème parisien.
Parce que vous le constatez tout le temps dans plusieurs villes. C'est un problème mondial, en fait. Je pense qu'il faut être aussi clair là-dessus. C'est pas une spécificité parisienne ou française. Il y a cette difficulté véritablement à comprendre ce que c'est un enfant, la vulnérabilité qu'il y a. Et comme dans toute situation avec une personne en vulnérabilité, mais il y a toujours justement des personnes pour profiter de cette vulnérabilité. Donc ça, vous dites que ce que vous dites, c'est que de toute façon, c'est malheureux à dire, mais ce type de profession en contact avec des enfants attire forcément je ne sais pas si un certain type de profil. En tout cas, ils vont vers eux, forcément. En tous les cas, ça doit attirer notre vigilance à nous qui sommes autour des enfants pour effectivement prévenir ces actes-là qui vont avoir un impact sur le développement de l'enfant, mais aussi potentiellement sur sa vie tout entière. Et aujourd'hui, l'acte lui-même et parfois la non-reconnaissance de cet acte, parce qu'avec l'acte, il y a toujours le sceau du secret. Et cette combinaison-là est très délétère parce que c'est très compliqué pour un enfant qui, en plus, ne sait absolument pas ce qui se passe. On ne lui en a jamais parlé. On ne l'a jamais protégé en expliquant que parfois il peut se passer des choses. Et pour autant, on n'a pas besoin d'inventer grand-chose. Tout ça existe. On a le matériel. On sait quoi dire à des enfants, même de moins de 3 ans, pour pouvoir se protéger du secret des abus. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas et que ça n'arrivera pas à ces enfants-là qui sont prévenus, mais au moins, ils ont des outils pour justement savoir dire non. Et aussi, quand ça arrive, malheureusement, de pouvoir se sortir soi-même du secret et pouvoir chercher une personne ressource. Alors, ce qui a particulièrement choqué, ou en tout cas encore plus choqué dans cette affaire à Paris, c'est que certains animateurs ont récidivé, ou en tout cas on savait qu'ils avaient commis certains actes de violence, et ils ont été déplacés d'un établissement. Vous dites non, mais alors vous allez nous expliquer pourquoi. Il faut faire très attention sur cette affaire, parce que vous dites dans cette affaire. Donc là, vous parlez de l'école Saint-Dominique, ou en tout cas de l'école, des écoles dans le 7e et dans le 15e arrondissement. Ouais. Je note au passage qu'aujourd'hui, une lettre a été adressée hier à M. Grégoire, co-signée par plus de 750 parents des arrondissements 7 et 15, justement dans le but d'obtenir un audit complet de la CASP, c'est-à-dire du bureau qui gère ces arrondissements, puisqu'il y a eu énormément de dysfonctionnements précisément dans ces arrondissements. Là où je vous arrête juste, c'est qu'en fait, l'animateur qui a été déplacé de l'école Saint-Dominique, dans le 7e, à l'école volontaire, dans le 15e, a été déplacé, nous on le sait, puisque les parents nous avaient contactés à ce moment-là précis, pour des faits de maltraitance, de violence, de brutalité. Donc des hurlements, de la terreur, etc. Donc évidemment, c'est inacceptable, mais à l'époque, personne ne savait qu'il était soupçonné de faits à caractère sexuel. Il faut bien le préciser, parce que ça a été légèrement instrumentalisé dans la campagne. Donc voilà, ce ne sont pas de simples cris, parce que ça a été aussi dit ce matin, ce ne sont pas de simples cris. Il aurait dû être suspendu de notre point de vue, puisque nous aussi, on fait partie des protecteurs des enfants. Donc pour nous, des hurlements, de la terreur, évidemment, ça mérite une suspension. Mais en tout cas, à l'époque, on ne savait pas qu'il s'agissait de caractère sexuel. C'est imaginer qu'il allait commettre des crimes à caractère sexuel. C'est après que les plaintes ont surgi au moment, après le cache investigation et toute l'explosion de cette affaire. Alors justement, on va en regarder un extrait d'une interview réalisée par nos confrères de Cache Investigation. Je rappelle le titre de ce Cache Investigation. Périscolaire, établissement privé, enquête derrière le portail de nos écoles. Enquête réalisée par Claire Tesson. Lorsqu'elle reçoit des bad news du terrain, la ville de Paris aurait, selon ce responsable, une manière bien singulière de régler le problème. Enfin, de déplacer le problème. Surtout lorsqu'il s'agit d'animateurs titulaires, fonctionnaires de la ville. J'ai fait des signalements sur des titulaires. J'ai dû en faire 4 ou 5 rapports circonstanciés, avec des exemples. Voilà, c'est des gens qui ont été déplacés. J'en ai vu maltraitant, c'est-à-dire avoir donné une fessée à un enfant, par exemple. Alors que l'année d'avant, elle avait déjà été recadrée pour avoir secoué un enfant en le tenant par les oreilles. Et ben, cette personne donc, a été déplacée actuellement, elle est dans une autre maternelle. Et on me dit, mais du coup, tu as un poste libre. Donc ça tombe bien parce qu'il y a machin qui vient se faire déplacer de telle école, donc qui va venir chez toi. Donc voilà, il y a un petit jeu de chaises musicales. Sur les animateurs problématiques. On peut faire une carrière entière, en fait, en étant déplacé tout le temps. Ça, il n'y a aucun problème. Il reste vierge. Voilà, le casier reste vierge. Alors, quand on entendait tout à l'heure Emmanuel Grégoire dire il faut renverser la table. Là, quand on entend ce genre de témoignage, on en est quand même très loin. Si j'ai bien compris, évidemment, il y a des cas, des différences, etc. Mais le sujet de déplacer un problème dans différents établissements, quelle que soit la nature du problème, existe. Oui. Pourquoi ?
Je me tourne vers vous parce que vous connaissez le système. C'est ça, c'est une bonne question. C'est continuer à faire perdurer le système, c'est pas faire de vagues, c'est le sous-effectif. Ah non, alors moi je pense qu'il y a des problèmes de sous-effectif. Je pense également que, après, faut aussi être honnête, hein, il y a certainement dans la courroie de transmission eu des failles, entre eux, par exemple, un directeur du périscolaire qui informe sa coordinatrice, qui après doit informer la chef de la CASP, qui ensuite, et en fait peut-être qu'il y a eu des dysfonctionnements dans l'administration, dans la lenteur de l'administration. Là maintenant, avec le plan qui a été présenté par la précédente mandature sur les violences faites aux enfants, normalement, il n'y a plus de trou dans la raquette. Mais vous, concrètement, si on vous signale un cas, on peut vous signaler un cas, si vous voyez quelque chose, vous le dites à qui et qu'est-ce qui se passe? Ça vous est déjà arrivé? Alors, moi, ça m'est déjà arrivé. Si on me signale un cas, je le signale immédiatement à ma hiérarchie. Et il s'est passé quoi? Alors, ça peut être des enfants, notamment, qui sont maltraités dans leur famille, etc. On fait des informations. Après, au niveau des animateurs... à l'école, un animateur évidemment, qui à l'école, un enfant, non, moi, malheureusement, heureusement, ça vous est jamais arrivé. Mais vous connaissez la procédure, vous savez ce que vous devez faire et ce qui se passe. Ah oui, on est formé. Oui. Là, alors, encore plus récemment, où on a été même très, très formé au niveau des... Vous avez été formé à quoi? On a été formé à respecter cette courroie de... Pardon, je vous matraque de questions, mais c'est parce qu'elles sont très concrètes. C'est essentiel, c'est le cœur du problème. On a été formé en fait. Vous pouvez peut-être expliquer comment ça se passe si vous avez un signalement à faire d'un animateur maltraitant, ce que vous suspectez d'être maltraitant, à qui vous vous adressez et comment l'information est diffusée ensuite. Et si c'est Paris ou province? Parce que c'est pas les mêmes. Dans votre expérience. Déjà, je suis manager. Donc déjà, en tant que manager, si j'ai un animateur qui se comporte mal avec les enfants, déjà, moi, j'interviens déjà directement auprès de lui lors d'un entretien. Si je vois que la personne continue ses agissements, dans ces cas-là, c'est pas compliqué. Il y a des rapports qui partent en CASP. Et la personne, à un moment donné, partira du terrain. Et est-ce que cette information, pardon, on a vu que ça n'a pas été le cas. Pardon, vous dites et la personne il y a quand même, pardon, mais vous dites et la personne partira du terrain après un signalement. Bah non, pardon, mais effectivement, comme l'a dit Madame. Là, en tout cas, c'est ce qu'on a pu constater. Moi, je vous dis sur ma CASP. Après, j'ai mon vécu moi sur ma CASP, et je sais que ma CASP me suivra dans cette démarche. Le problème, si vous voulez, au niveau de la ville de Paris, c'est qu'il y a 10 CASP, et qu'il y a entre guillemets, des différences de fonctionnement entre les CASP. C'est ça aussi. Vous pouvez nous dire exactement ce que ça veut dire CASP pour Alors, une CASP, c'est une circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance. Les responsables du périscolaire. C'est les responsables du périscolaire. Donc, c'est les responsables du périscolaire sur un territoire. Audrey. Pour simplifier, vous avez ce qui se passe en maternelle, avec monsieur, par exemple, qui est en maternelle, qui surveille, qui voit quelque chose. Imaginez, un parent vient le voir en lui disant... Voilà, mon enfant a été agressé sexuellement. Le monsieur fait remonter un signalement dans un bureau, prenons un bureau X de la mairie de Paris, qui est là pour vérifier, prévenir le procureur, qu'une enquête soit lancée et qu'ensuite l'information devrait circuler. Le problème, c'est qu'il y a des trous dans les raquettes. Je peux vous citer l'exemple, par exemple, d'une crèche où effectivement il y avait la crèche municipale, un animateur a été suspendu pour suspicion d'agression sexuelle. Eh bien, il a réussi à se faire réembaucher dans une crèche associative qui était juste à côté dans le même arrondissement, alors qu'il y avait une enquête en cours. Mais donc, enquête en cours, une enquête policière en cours, ça veut dire que ça n'est pas encore inscrit dans son casier judiciaire. Donc, les contrôles ont été faits, mais ces contrôles sont évidemment limités. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, dans la plupart des cas, il n'y a pas eu une transmission entre les différentes CASP, les différents services de la ville de Paris pour dire « Attention, ce gars-là, il présente un problème, il a été suspendu chez nous, ne l'embauchez plus dans aucune crèche associative, nulle part en France, le temps de l'enquête. » Vous voyez ? Ouais, mais c'est aussi parce qu'il manque sans doute de moyens. Alors, c'est vrai, mais je suis quand même obligée d'apporter plus d'éléments parce que là, on parle de l'article 40 quand on parle du procureur, c'est-à-dire l'obligation qui est faite à tous les professionnels de signaler toute violence dont il est témoin pendant son temps de travail sur des enfants. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, peut-être que vous, c'était une histoire où il y avait une plainte. Nous, dans l'écrasante majorité des cas, dans les témoignages qu'on reçoit chez SOS Périscolaire, il n'y a pas de plainte. On est face à des parents qui ont fait remonter, qui ont rencontré le responsable du périscolaire, donc vous, par exemple, et ce responsable se dit « Oh là là », ou alors, pour X raisons,
Ça s'arrête là. On va faire juste une réunion avec les parents. On va parfois confronter l'enfant à l'animateur problématique. Ça arrive souvent, avec des représailles par la suite. Pourquoi t'as parlé à tes parents? Hyper Mais alors ça, pardon. Et ensuite, eux, parfois, on signale au CTAE, c'est-à-dire le coordinateur qui est au-dessus. Il faut savoir, et ça, on parle d'entre-soi, et c'est important, parce que dans l'affaire Saint-Dominique, la question se pose, de la cooptation, etc. Les coordinateurs sont souvent des responsables qui étaient eux-mêmes avant animateurs. C'est un tout petit monde. Parfois, juste le signalement s'arrête là. Parce que, c'est un peu embêtant de dénoncer, alors on va minimiser, etc. Voilà, la réalité des signalements, quand il n'y a pas de plainte et que ce n'est pas un article 40, souvent, c'est plutôt comme ça. On va écouter le témoignage d'un parent dans un instant. Mais d'abord, je voudrais vous faire réagir à ce que vous disiez à l'instant. Confronter un enfant avec potentiellement l'un de ses agresseurs. Psychologiquement, c'est ni fait ni à faire. Ah non, c'est pas ni fait ni à faire, c'est très problématique parce que déjà d'avoir une violence alors que vous êtes en position d'autorité et éducative de surcroît, fait passer le message que, écoute, peu importe si tu as raison ou pas, de toute façon, à un moment donné, avec la violence, je résous la problématique et voire je t'agresse. Donc ça fait passer le message implicite aussi que de toute façon, quand on est dans une impasse, la force et la violence va résoudre le problème. Ce qui est problématique quand même parce que l'éducation, c'est aussi permettre aux enfants de mettre des mots, de ressentir les choses, de savoir la différence entre ce qui est pertinent de faire et ce qui ne l'est pas. Et puis là, on a une figure d'autorité qui vient dire, vas-y, il faut utiliser la violence en fait pour y aller. Et lorsque on le remet déjà, ça veut dire qu'il n'est pas cru cette confrontation vis-à-vis de l'enfant et de l'adulte incriminé. Ça rajoute, moi c'est un deuxième traumatisme bien souvent, parce qu'en fait l'enfant déjà il a eu le courage de parler, ou en tous les cas de signifier, parce que parfois c'est pas toujours des mots, et c'est souvent ça la problématique. En fait les enfants ont des difficultés à mettre des mots là-dessus, parce qu'au départ c'est pas possible en fait. Quelqu'un qui est responsable de moi n'a pas à me taper et n'est pas là pour me faire du mal. Donc possiblement, vu que l'autre en plus amène son secret, j'ai pas vraiment tout à fait raison, je me trompe ou quoi que ce soit. Donc en termes d'estime de soi, de confiance dans la société, les adultes en général, il faut voir aussi que ça ébranle véritablement des fondations pertinentes. Et ce que ça met en évidence par-dessus tout, c'est que les gens qui proposent une confrontation enfant-éducateur, ils sont complètement hors de la plaque. Là, c'est vraiment problématique parce que c'est censé être des professionnels de l'éducation. Je voudrais qu'on écoute le témoignage d'une mère dont la fille aurait été violée il y a 7 ans. On va écouter ce témoignage et elle dit qu'elle a eu l'impression d'être écoutée par absolument personne. En fait. Ouais. Ma fille, elle a peur qu'il la retrouve. On a déménagé, elle a peur qu'il retrouve son adresse. Elle avait 4 ans. 4 ans, en fait. On n'est pas attendu. Personne nous a aidés, personne. On n'avait pas d'association. La mairie a fermé la porte. L'école, le directeur nous a dit c'est juste un touche-pipi entre enfants. Vous inquiétez pas, ça va passer. Vous avez quand même une quinzaine d'enfants qui ont parlé. Des signalements, mais une dizaine de signalements de psychiatres, psychologues. Et rien ne se passe, rien ne bouge. Les enfants ont été interrogés. Les enfants vont mal. Ils continuent à aller mal et rien ne bouge. On n'écoute pas, en fait, on ne prend pas en considération cette parole. Alors, on a toujours le même genre de mécanismes qui se mettent en place. On en parlait pour Betaram, par exemple. L'omerta, tout le monde savait, en fait, mais personne ne parlait, ou on parlait, mais les choses n'ont pas été prises en compte. Vous, tout à l'heure, vous me disiez, moi, quand j'ai un signalement, je le fais, et puis voilà, les choses se règlent. Non. Les choses Comment vous l'expliquez, en fait? Mais moi, en fait, là, je suis responsable éducatif ville. Je représente aussi un syndicat qui est le SUPAP FSU que vous avez cité tout à l'heure. Moi, là, je suis pas ici pour représenter la ville de Paris. Je préfère. Non, bien sûr. C'est ça qu'on soit clair. Il y a une chose déjà, je trouve, qu'il faut clarifier tout de suite avant que je réponde à votre question. C'est de faire un distinguo entre les violences sexuelles, qui sont le fait de personnes déviantes. Qui ont une forme de maladie, entre guillemets, et les violences ordinaires, qu'on a notamment vu sur le reportage dans le 15e arrondissement, dans cette école, où là, ces violences ordinaires peuvent être liées notamment à des conditions de travail, à un manque de formation et donc de réponse de la part des professionnels, etc. Quand vous avez, par exemple, des animateurs qui hurlent dans une cantine. Moi, j'ai pu me déplacer notamment sur des écoles où j'ai des ASEM qui sont 8 dans l'école. Des quoi ? Des ASEM. ASEM, c'est les personnes, les assistantes maternelles qui interviennent. Alors, elles ont plein de casquettes, elles travaillent dans les classes, elles font du périscolaire, elles remplacent dans les loges, etc.
Ces personnes-là, elles ont 1 heure de pause par jour. Et elles se retrouvent en fait dans un petit résidu, un petit local de 4 mètres carrés pour leur pause, avec 4 machines à laver qui sont superposées et qui tournent à fond toute la journée. Donc, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui restent 9 heures en poste et qui sont dans une pénibilité. En fait, ce que vous dites, c'est que si on a de très mauvaises conditions de travail, avec des gamins qui hurlent autour de nous, à un moment donné, on va se mettre à hurler. OK. J'ai envie de vous dire, à la limite, OK. Et ça m'intéresse mais ça aussi. ne justifie pas, enfin, en tout cas, ça n'explique pas Certainement ni pas. des violences physiques, ni après des violences Non, on est sexuelles. d'accord. Ça explique ce qu'on appelle la violence ordinaire, qui est finalement la violence qu'on rencontre le plus dans les écoles. Les cris, la manière peut-être la manière de sanctionner ou de punir bêtement. Oui, mais là, tu vas au coin, etc. quand Emmanuel Grégoire dit on va renverser la table, il ne va pas renverser la table pour des cris. C'est pas ça. Mais ça commence par ça. Alors, je voudrais avoir votre avis à tout. Le côté systémique, effectivement, rentre là-dedans aussi. Effectivement, les conditions de travail qui n'aident pas la réaction de ces personnes. Mais en aucun cas, ça ne justifie quelque violence, quelle qu'elle soit. Et aujourd'hui, on a de toute façon à tous les créneaux, tous les secteurs, justement, travailler sur cette amélioration de conditions. Mais effectivement, cette nécessité à un moment donné, parce qu'on en parle énormément, mais en fait, en consultation, on en voit encore toujours énormément. Alors, vous pourriez me dire, bah oui, on en parle, mais très bien, on en parle, mais on devrait parler aussi de comment ils sont accueillis, effectivement, parce qu'on a des protocoles, vous parliez des castes tout à l'heure, j'ai envie de dire, bah, il y a peut-être un système global, mais in fine, c'est toujours des histoires de personnalités, d'individus qui sont sur place et qui vont faire passer les transmissions ou pas. C'est pareil à ces niveaux-là du périscolaire, c'est pareil à la gendarmerie, quand derrière, on va aller signifier quelque chose, à tous les niveaux. Donc en fait, cette chaîne de transmission, elle est tellement faible et c'est tellement difficile de lancer des trucs qu'en fait, il faudrait un guichet unique et une simplicité de faire les choses. Et aujourd'hui, l'administratif, mais c'est complètement dingue en fait. Et les enfants sont très impactés par tout ça, la famille aussi, et aussi très culpabilisée de ne pas savoir comment aider son enfant. Mais face à elle, il y a tellement de portes closes, ou même quand on arrive enfin à une condamnation, il ne se passe tellement rien. Enfin, franchement, c'est catastrophique. Alors, Audrey, on parlait de tout ce chemin difficile. Au niveau de la plainte, comment les policiers s'emparent de ce type de plainte ? Comment ils enquêtent ? Pour rebondir sur ce qui a été dit, il faut savoir que le pédophile profite de cette situation. Plus c'est le bazar, plus il y a des violences systémiques, plus le système est déréglé, si vous voulez. Il est noyé dans le système, en fait. Plus le pédophile profite et surfe là-dessus pour passer entre les mailles des filets administratifs, mais aussi les mailles des filets judiciaires. Alors, pour ce qui est du travail de la police, d'après les autorités, les effectifs de la brigade des mineurs de Paris, je parle de Paris, ont augmenté de 40% depuis 2019. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a une surreprésentation des plaintes et une augmentation des affaires de 600 à 1600 entre 2019 et 2025. Donc ça a plus que doublé donc sur ces affaires de pédophilie. Mais effectivement, le périscolaire est en ce moment, alors je prends les termes du ministère de l'Intérieur, selon le ministère de l'Intérieur, extrêmement chronophage pour les policiers des brigades des mineurs, ce qui est assez normal. Ils considèrent qu'ils ont les moyens de pouvoir travailler sur ces affaires-là, contrairement à ce que disent les parents. Donc ça, je reprends encore, c'est la réponse du ministère de l'Intérieur. Mais ils disent que ce sont des enquêtes extrêmement dures à mener et très longues à mener. Ce sont les propos du ministère de l'Intérieur, que des auditions de toutes les victimes suivent un protocole, qui est un protocole très adapté justement aux jeunes enfants. Alors c'est une façon de les interroger, une façon de respecter effectivement leur intimité. C'est tout un travail qui est fait aussi avec des psychologues, notamment à la brigade de protection des mineurs, et que ce sont des expertises psychologiques, mais aussi des expertises physiques, puisque vous avez l'unité médico-judiciaire qui doit travailler là-dessus, et l'audition de tout l'entourage, y compris des parents, en tenant compte du contexte familial et du contexte scolaire. Donc ils disent que ce sont des enquêtes longues. Oui, j'ai une question, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, sur le recrutement de ces profils. En ce qui concerne les violences sexuelles, est-ce qu'une étude, est-ce qu'un rendez-vous, plusieurs rendez-vous chez un psychiatre avant d'embaucher des personnes permet d'éviter que des prédateurs rentrent dans le milieu? Bien sûr que non. Mais je pose la question. Et là, non, ça n'est pas possible. Enfin, Bah oui.
Non, mais on a déjà, mais le recrutement est déjà hyper difficile. On parle de sous-effectifs. Le vivier dont vous parliez en disant recrute 3000 vacataires par an pour reconstituer son vivier. Le vivier, c'est justement le problème, il est vide. C'est pour ça qu'on en est arrivé à recruter finalement n'importe qui, juste quand on n'a pas de casier. Je voulais juste rebondir sur un truc très important sur la brigade des mineurs, c'est qu'aujourd'hui, dans l'affaire Saint-Dominique, il y a des enfants qui présentaient des lésions physiques. Okay, ils ont mis plus d'1 mois et demi à être entendus par la brigade des mineurs. À Paris, pour être reçus aux UMJ, donc en fait l'unité médico-judiciaire, eh bien, il faut d'abord passer par la brigade des mineurs. Eh bien, évidemment, vous imaginez bien qu'un mois et demi après, l'enfant n'a plus de lésions. Donc, les enquêtes préliminaires, quand je vous entends dire, et je comprends qu'elles puissent être difficiles, mais nous, parents, là, je ne me place pas en tant qu'SOS périscolaire, mais quand on entend ça, alors que nous, de l'intérieur, on sait qui, on sait quoi, et qu'on s'aperçoit a posteriori, et même dans certaines enquêtes administratives, que non, tout le monde n'a pas été entendu, et que ça a mis tellement de temps pour les enfants. Évidemment, les preuves, c'est comme, pardon, j'insiste là-dessus, dans plusieurs affaires, on a vu des perquisitions des mois après, alors qu'on avait vu des contenus pédopornographiques qui sont un signal très fort. Évidemment que les personnes, limite, elles ont été informées, on a le temps de tout enlever de son ordinateur. Donc en fait, c'est ça qui frustre les parents. Au-delà des preuves, c'est aussi incompatible avec le temps de reconstruction de l'enfant. Et c'est vrai que ce temps juridique qui s'étire comme ça est hautement pénible. Et peut-être juste en limite, ce qui serait intéressant, là, c'est de pouvoir aussi informer et prévenir les enfants. Et il y a des trucs tout simples à dire. On peut dire, eh bien, quand quelqu'un te donne un secret, si c'est un secret qui fait mal, si c'est un secret que tu ne veux pas, tu n'es pas obligé de le garder. Et pouvoir donner cette possibilité, déjà, c'est important. Ce qu'il y a sous ta culotte, ce qu'il y a sous ton slip, c'est non, c'est que pour toi. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis désolée, on aurait pu en parler plus longtemps. On commence vraiment à le faire dans les écoles. En tout cas, ça bouge là-dessus. Et voilà. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal avec Valentine juste après la météo.